Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Bonjour, aujourd'hui on accueille une spécialiste des sciences pour parler d'un sujet technologique et environnemental assez important. Bonjour. Oui, un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment. Effectivement. On va s'intéresser au projet Northern Lights en Norvège. C'est une initiative pionnière apparemment de stockage de dioxyde de carbone, le fameux CO2, sous la mer du Nord. C'est ça. Un projet assez unique en son genre. L'objectif, c'est de comprendre un peu mieux ce que c'est, comment ça marche, quelle est sa portée réelle. On se base pour ça sur un article récent qui explore ce développement. Alors, pour commencer, peut-être, pouvez-vous nous expliquer simplement ce qu'est ce projet Northern Lights, son principe de fonctionnement? Bien sûr. Alors, l'idée centrale de Northern Lights, c'est assez simple sur le papier. On capture le CO2 émis par les industries, Mhm. là où c'est difficile de faire autrement, et on va l'enfouir, le stocker de manière, disons, permanente, très profondément sous la mer. D'accord. Et techniquement, ça se passe comment, cet enfouissement? Alors, techniquement, c'est assez précis. Le CO2 doit être injecté à plus de 2600 mètres sous le fond de la mer du Nord. Ah oui, quand même. Oui, c'est profond. Et pas n'importe où, dans un réservoir géologique bien spécifique qui s'appelle Aurora. Il a été choisi parce qu'il a une couche rocheuse étanche au-dessus qui doit retenir le CO2 sur le très très long terme. Et ce CO2, au départ, il vient d'où? L'article mentionne une usine de ciment? Exactement. Pour la première phase, le CO2 provient d'une grosse cimenterie, celle de Heidelberg Materials à Brevik, en Norvège. Les cimenteries, c'est connu, émettent beaucoup de CO2 liés au processus même de fabrication, difficile à éviter. Ok. Et une fois qu'il est capté à l'usine, ce CO2, comment il voyage jusqu'à ce réservoir Aurora sous la mer? J'imagine que c'est complexe. Oui, c'est toute une chaîne logistique. D'abord, on capte le CO2, on le purifie et ensuite, étape importante, on le liquéfie. Pourquoi le liquéfier? Pour réduire son volume en fait. Ça rend le transport beaucoup plus efficace. Ce CO2 liquide est ensuite chargé sur des navires spéciaux. Des navires-citernes, en quelque sorte? Oui, des navires conçus pour ça. Ils l'amènent jusqu'à un terminal sur la côte ouest norvégienne, à Øygarden. Là, il est stocké temporairement, puis envoyé par un pipeline sous-marin de 100 km. 100 kilomètres. Oui, 100 km, jusqu'au site d'injection en mer. Et hop, direction le réservoir Aurora pour le stockage final. C'est une sacrée infrastructure. L'article dit que ce n'est pas une seule entreprise qui gère ça. Non, et c'est un point clé. C'est une co-entreprise, une joint venture. Elle regroupe Equinor, la compagnie norvégienne qui est l'opérateur, D'accord. et aussi Shell et Total Energies. Ça permet de partager les risques, les coûts, et aussi de combiner les expertises de chacun. Justement, en parlant d'échelle, l'article insiste sur le côté ambitieux. Qu'est-ce qui le rend si différent, si unique, ce projet? Déjà, sa capacité de départ, pour la phase 1, 1,5 million de tonnes de CO2 par an. Ce qui est notable, c'est que cette capacité serait déjà entièrement réservée par des clients industriels. Ah oui, avant même le démarrage. Ça montre qu'il y a une demande, tout à fait. Ensuite, il y a sa dimension européenne. Le projet va accueillir du CO2 dès 2026 apparemment, qui viendra du Danemark, des Pays-Bas. Attendez, ça veut dire qu'on va transporter du CO2 d'un pays à l'autre pour l'enfouir en Norvège? C'est nouveau, ça, non? C'est exactement ça. Et c'est vraiment la première fois qu'on met en place une plateforme de transport et de stockage transfrontalière à ce niveau, avec des contrats commerciaux. Ça positionne la Norvège un peu comme un futur hub pour le CO2 européen. On imagine la complexité. Et il y a une suite de prévus, une phase 2? Oui, absolument. La phase 1, c'est le début. La phase 2 est en développement et vise au moins 5 millions de tonnes par an, voire plus si le marché suit. 5 millions de tonnes, ça demande de gros investissements, j'imagine. Énorme. Il faut de nouveaux réservoirs à terre, des pompes plus puissantes, peut-être plus de puits d'injection, plus de navires. C'est un chantier industriel majeur. D'ailleurs, l'Europe soutient financièrement via le programme Connecting Europe Facility. L'Europe y croit aussi, donc. Et Total Energies, quel est leur rôle plus précisément? Ils apportent leur savoir-faire technique, notamment en forage profond, en gestion des réservoirs, la logistique offshore qu'ils connaissent bien en mer du Nord. Ils participent à la conception, aux études de sécurité et intègrent ce projet dans leur propre stratégie climat. Hmm. Alors, si on prend un peu de recul, le stockage de carbone, le CCS,
C'est pas une idée complètement nouvelle, ça date des années 90. En quoi Northern Lights marque une étape différente? Et quel avenir pour cette technologie finalement? C'est vrai, le CCS existe depuis longtemps. La Norvège a même le site de Sleipner depuis 1996. Mais globalement, il y avait peu de projets à échelle vraiment industrielle. Moins d'une quarantaine dans le monde, souvent des démonstrateurs. Alors qu'est-ce qui change avec Northern Lights? La rupture, c'est que Northern Lights est pensé dès le début comme un service industriel complet. Ce n'est pas juste une expérience, c'est une infrastructure ouverte avec des clients qui payent, une logistique complexe pour un service de stockage sur le long terme. On industrialise le concept, quoi. Le CO2 devient une sorte de marchandise à gérer, à stocker? C'est un peu ça. L'article parle de matière logistique. Il faut le capter, le transporter, le facturer, le stocker en toute sécurité. Et ça crée un marché. L'Agence internationale de l'énergie prévoit d'ailleurs que ce marché pourrait peser plus de 200 milliards d'euros d'ici 2035. Et la Norvège veut sa part du gâteau, si je comprends bien. Clairement. Ils ont un atout géologique énorme avec la mer du Nord, des formations rocheuses idéales pour stocker. L'ambition, c'est de devenir le puits de carbone de l'Europe en offrant ce service aux pays voisins. C'est stratégique, mais il faut relativiser, non? Cette capacité de 1,5 million de tonnes par an comparée aux émissions totales. Oui, et l'article donne un chiffre très parlant. C'est 1,5 million de tonnes, ça représente environ 0,06% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne de 2022. 0,06%. C'est très peu, en fait. C'est très peu. Même avec la phase 2 à 5 millions de tonnes, ça resterait sous les 1%. C'est important de le garder en tête. Northern Lights est innovant, mais ça reste une contribution modeste pour l'instant. Donc, le CCS, c'est pas la solution miracle. Non, clairement pas la solution unique. C'est présenté comme un outil potentiel pour certaines industries précises. Ciment, acier, chimie, où réduire les émissions est très compliqué. Mais ça doit s'ajouter à tout le reste. Renouvelable, efficacité énergétique, sobriété. C'est une pièce du puzzle, mais pas tout le puzzle. Exactement. L'importance de Northern Lights, c'est peut-être surtout de montrer que cette chaîne complète, captage, transport transfrontalier, stockage, service, est faisable techniquement et économiquement. Ça ouvre la voie. D'accord. Donc, pour résumer rapidement, Northern Lights, c'est une infrastructure industrielle nouvelle, la première à offrir ce service commercial de stockage de CO2 transfrontalier sous la mer du Nord. Voilà, avec une chaîne logistique complète et une ambition de devenir un acteur européen majeur. Une étape vers l'industrialisation du CCS, donc. Mais il faut garder en tête que sa contribution actuelle aux réductions d'émissions est limitée. C'est une solution complémentaire pour certains secteurs. C'est ça, un outil dans la boîte à outils climatique. Et ça soulève une question pour l'avenir, non? Si ce stockage de CO2 devient vraiment une industrie à grande échelle, quelles nouvelles questions ça va poser? Économique, géopolitique, gérer ce déchet à l'échelle mondiale, c'est complexe. Une réflexion à poursuivre. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.